Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bienvenue à Pas d'excuses, une autre semaine où Robert est occupé. Il est en tournée européenne, bien occupé de ce temps-là, mais il ne me laisse jamais seul. Et aujourd'hui, il m'a envoyé un de ses plus grands amis, un bon ami à lui que vous connaissez très bien. Mais avant de vous le présenter, je veux vous rappeler en fait, je veux d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Pas d'excuses et ce, partout dans la francophonie mondiale. En Europe, bien sûr, parce que Robert, il y a une communauté très présente au Québec, mais dans les endroits comme Madagascar, comme le Rwanda, comme le Sénégal également, on sait que certaines personnes nous écoutent de là. Bien, on vous remercie d'avoir choisi Pas d'excuses. Je vous rappelle que la mission de Pas d'excuses, c'est de vous offrir des outils pour entreprendre un cheminement personnel. Aller voir un thérapeute, aller voir un psychologue, c'est pas toujours accessible. Bien, ici, on vous donne des outils pour mieux aller. Des fois, c'est des outils très concrets. On vous explique des fonctionnements très étudiés de la psychologie humaine. Puis d'autres fois, c'est des gens qui viennent témoigner, qui viennent nous raconter leur histoire. Et aujourd'hui, on a un peu un mélange des deux, OK? Et celui que je reçois, c'est un immense plaisir parce que j'ai eu la chance de le recevoir plusieurs fois dans le passé, mais c'est la première fois que je le reçois dans le cadre de son volet plus conférencier, plus croissance personnelle, et je parle d'Étienne Drapeau, qui est un auteur, compositeur, interprète, conférencier et également auteur à succès. On aura la chance de vous en reparler. On l'a connu en 2004. C'est bien ça, en 2004, Star Academy, c'était le joueur de hockey super cute qui sortait sa guitare puis qui se mettait à gratter. On avait l'impression que c'était Rock Voisine qui renaissait une deuxième fois. Et depuis, c'est près de 9 albums à son actif. C'est 26 millions de vues sur YouTube. C'est immense. C'est également près de 140 000 abonnés sur les médias sociaux. Une belle communauté derrière lui et d'innombrables conférences. Parce que derrière ce chanteur de charme-là, derrière le sportif, il y a un gars de cœur qui veut comprendre comment il se sent à l'intérieur. Et je vous parle bien sûr d'Étienne Drapeau. Allô, hey, merci pour la belle introduction. C'est ta plus longue présentation? Peut-être pas ma plus longue, mais une de mes belles. Ouais, c'est le fun de te voir aller. Nous, on se connaît, on s'est croisés à la radio. Puis j'ai toujours admiré ton professionnalisme. Puis mon Dieu, que je te vois parler avec aise. Puis je me dis, c'est un beau don, un beau talent que tu as de communiquer avec les gens. Oui, puis tu sais, je suis très chanceuse parce que j'avais le goût que ce talent-là soit utilisé pour aider les gens à aller mieux. Puis on m'a mis à côté d'un gars comme Robert Savoie, qui est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est un bon ami à toi. Comment est née cette rencontre-là entre toi et Robert? Moi, j'ai eu la chance je voyais Robert comme conférencier à travers tout le cercle de gens qu'on croise. La première fois que je l'ai rencontré, je crois que c'était l'Académie AZ à Québec, que j'ai eu la chance de le voir sur scène. Je connaissais un peu son histoire, c'est l'histoire de son père, qui a réussi que Robert a trouvé la force, le courage de pardonner au meurtrier de son père. Donc, c'est une histoire qui est peu banale. Ouais. Et dès qu'on rencontre Robert, on tombe... ne serait-ce qu'en amitié, peut-être pas en amour, mais oui, en amour ou en amitié avec Robert. C'est un gars qui a une bonne bouille, qui est tellement sympathique, tellement un grand cœur. Je comprends que votre énergie, vous êtes connectés. Puis moi, puis lui, on est devenus rapidement des amis. Puis là, depuis ce temps-là, on collabore. Fait qu'on le salue aujourd'hui. Mais je suis content d'être avec toi aussi parce que dans mes souvenirs, nos conversations ont toujours été très fructueuses. On a eu toujours du plaisir à discuter ensemble. Mais la dernière fois, tu sais quand la dernière fois, puis je pense que c'est une de mes dernières entrevues radiophoniques parce que pour vrai, ça existe de moins en moins. On laisse de moins en moins de place aux artistes. Quand j'ai commencé à faire de la radio au début de ma trentaine, c'était faut que t'aies des artistes, ça prend des artistes. Et là, c'était de moins en moins populaire. Mais t'es une des dernières entrevues que j'ai faites, c'était pour faire la promotion de ton album de Noël. Ah oui! Okay. Et là, on avait eu une conversation d'une profondeur... On avait dérapé complètement, d'une profondeur. Écoute, ça pouvait pas passer dans une radio publique, mais je me souviens de ce moment-là où tabarouette qu'on avait jasé, mais pas juste de processus de création, mais encore plus profond que ça. Puis je me souviens que c'est pas que ça m'avait surprise, mais c'était pas dans nos habitudes. Tu sais, on n'était pas dans la même cassette. Puis c'est un peu ce que j'ai dit à Étienne. Je veux que les gens découvrent cette profondeur-là de toi parce que
Ceux qui ont la chance de te voir en conférence ont accès à ça. Ceux qui ont le privilège de lire tes livres ou qui s'offrent le privilège de lire tes livres ont accès à ça, mais c'est pas connu du grand public. Ouais, pas connu encore énormément, quoique de plus en plus. L'année passée, j'ai fait presque 125 spectacles, dont 70 conférences musicales. Donc, ce côté-là se fait connaître de plus en plus dans les dernières années. Cette année, c'est une 50aine de conférences musicales que je vais donner à travers le Québec. Ça vient rejoindre un petit peu le fait où les gens, moi, j'entends ma 21e année de carrière depuis Star Academy 2004, où les gens, quand ils apprennent à me connaître dans la vraie vie ou dans des entrevues plus longues, font « Hey, exactement comme tu dis, on s'attendait pas à ça de toi. On te connaissait pas comme ça, on t'avait dépeint un peu, bon, à l'époque, comme le joueur de hockey de Star Academy, ou encore, des fois, c'est le chanteur de charme. Et sans vouloir me lancer des fleurs, là, les gens nous disent parfois, on connaissait pas cette profondeur-là. Les gens connaissent le côté humanitaire parce que ça a été très publié, où j'ai travaillé avec Sainte-Justine au cœur du monde. J'ai été porte-parole de la branche internationale de Sainte-Justine pendant une dizaine d'années. J'ai fait des voyages humanitaires au Sénégal, en Éthiopie, au Maroc, en République dominicaine. J'ai été 10 ans porte-parole pour les centres jeunesse du Québec. Donc, j'ai travaillé beaucoup à ce niveau-là, mais après ça, dans ce qui est psychologie, développement personnel, travailler avec les gens connaissent un petit peu moins de ce côté-là de moi. Et ça vient d'où, ce côté-là de toi, dans ton vouloir te comprendre ou dans... J'aime ta réflexion. C'est la première fois que quelqu'un l'a pas. Souvent, les psychologues sont pas psychologues pour rien. Hein? Les thérapeutes ne deviennent pas thérapeutes pour rien. De vouloir se comprendre, je trouve ça intéressant parce que pour avoir une passion comme ça aussi grande pour la psychologie, je te dirais, on dit le développement personnel et ça a une espèce d'aura un peu négatif. Quand on parle, moi, j'aime le développement personnel. Le développement personnel, c'est du développement de soi-même au niveau psychologique, au niveau intellectuel. Moi, je lis des livres d'économie, de politique, de philosophie. Tout ce qu'on fait nous amène à devenir une meilleure personne, même si ça paraît un peu cliché. Et apprendre à se connaître, c'est apprendre la psychologie humaine, savoir comment ton cerveau fonctionne, c'est en apprendre plus sur les relations interpersonnelles, sur les mécanismes, sur les choses qui font qu'on réagit d'une manière ou d'une autre, sur ce qui fait que certaines personnes sont plus heureuses que d'autres. Donc, à travers tout ça, il y a une découverte de soi, tu sais. Une découverte, quand on parle d'une découverte de soi, d'enlever les masques, c'est de découvrir qui on est vraiment. Il y a Carl Jung, je sais pas si tu es familière avec le travail de Carl Jung, le grand psychiatre suisse, qui, moi, est un de mes grandes idoles. C'est lui qui est derrière le concept de la persona. Persona, qui en latin veut dire masque. C'était le masque de théâtre à l'époque, les personnages que les gens jouaient. Puis lui, il disait, vient un certain moment dans ta vie où tu laisses tomber les masques, où tu découvres qui t'es vraiment et tu acceptes de te rendre vulnérable, mais tu acceptes aussi que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas pour qui tu es. Puis lui, il disait que la vie commence à 40 ans. Il appelait ça le processus d'individuation, où à 40 ans, on devient la personne qu'on est et non celle qui essaye de plaire aux autres, à la société, à sa famille. Donc, oui, j'aime ça. De quel âge, là? 47. 40, OK. Donc, ça fait 7 ans seulement que je l'ai compris. Ouais, c'est ça. Je te demanderai pas ton âge, ça se fait pas, là, mais... C'est 48. Ah, bon, ben, tu vois. Ouais. Mais j'ai fait longtemps que j'ai lu beaucoup sur Carl Jung. J'ai lu presque toute sa littérature, qui est un des grands psychiatres, qui était un élève de Freud, si je me trompe pas. Ils se sont séparés à un certain moment parce que il y avait pas les mêmes théories. Mais j'ai beaucoup appris de Carl Jung, de cette théorie-là. C'est lui aussi qui est derrière les archétypes, c'est lui qui est derrière l'acceptation de ses parts d'ombre. On entend souvent ça sans savoir un peu d'où ça vient, de faire face à qui on est, de régler ces choses à l'intérieur. Donc oui, j'ai lu pas tous les grands psychologues, mais j'en ai lu beaucoup. Et j'ai fait un peu le mélange de tout ça, de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai expérimenté, de tout ce que j'ai compris. Et j'ai mis ça dans mes 2 livres. Le premier qui est axé sur le bonheur, qui s'appelle « Faire le choix du bonheur », où c'est toutes les... Mais ça, là, je veux qu'on en parle, faire le choix du bonheur, parce qu'il y a un autre artiste une autre personnalité publique qui s'était présentée devant moi avec un livre sensiblement pareil, puis je le challengeais en disant, ben, tu sais, faire le choix du bonheur, lui, c'était dit différemment, mais c'était faire le choix du bonheur. Je te le vois, mais il y a des gens pour qui faire le choix du bonheur, c'est pas mal plus compliqué que pour un gars comme toi qui a une belle apparence, qui semble né d'une bonne famille, qui a connu le succès, qui a des talents, qui a une capacité de parler. Tu sais, il y en a qui viennent au monde avec 3 prises. Fait que quand tu leur dis, tu peux faire le choix du bonheur quand tu es dans la pauvreté, quand tu es dans la souffrance humaine, ça devient un petit peu plus complexe et compliqué. Comment tu fais pour amener ça?
dans leur réalité à eux. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis oui, tu as certainement raison qu'il y a une partie du bonheur, vraiment au niveau scientifique, là, dans les recherches qui ont été faites à l'Université d'Harvard, ça serait 40% du bonheur qui dépend uniquement de toi-même. Ouais. Il y a un 10% de ton bonheur qui est les aléas de la vie, le quotidien de la vie, qui influencerait vraiment là, sur le court terme, ton humeur, sur ce qui se passe. C'est sûr que si tu apprends la pire nouvelle de ta vie, ton enfant est malade la journée même, bon, tu as un 10% que c'est les aléas du quotidien. Ensuite, tu aurais un autre 40% qui est les facteurs sociaux, économiques, culturels, l'endroit où tu viens dans le monde. Si tu viens, on est dans un pays en pleine guerre civile ou dans une famine, bon, on s'entend que ça va être dur de te lever heureux à tous les matins de ta vie. Donc, si tu viens d'une famille très pauvre, si tu viens d'un quartier pauvre, ça veut pas dire que tu peux pas réussir, mais il y a ça. Et les chercheurs ont conclu que donc c'est 60% du bonheur qui dépend de facteurs socio-économiques et aussi d'une grande part de génétique. Il faut pas négliger qu'il y a une grande part de génétique. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 40% de ton bonheur qui dépend de toi. Donc, tu as le choix de focuser sur le 60% qui ne dépend pas de toi ou tu as le choix de focuser sur le 40%. L'autre partie, ce que j'ai trouvé qui est intéressant, c'est que tu dis, les gens vont dire, ben oui, mais pour un gars comme toi, c'est facile, tu sais. Et je trouve ça extraordinaire que tu dises ça parce qu'il y a une partie de ma conférence qui dit exactement ça. Il y a un moment où je fais par exprès. J'arrive là, puis devant les gens, puis je dis, moi, là, je le fais de façon un peu fanfaron. Ouais, un peu fendant, là. Ouais, pas fendant, fait plus. C'est confiant, puis sans gêne, puis je dis, moi, là, je suis l'une des personnes les plus heureuses au monde et je le sais que ça dérange. Puis je le sais que ça fait quelque chose, puis j'y reviens plus tard. Fait que je fais par exprès pour le dire avec confiance. Puis je dis, s'il y avait des Olympiques pour les gens les plus heureux au monde, je serais sur le podium, les 3 premières places, le bouquet de fleurs, la médaille, l'hymne national, tout le kit. Et là, ça fait rire les gens et tout ça. Et après ça, là, je commence, je dis, mais je vais vous dire quelque chose. Et là, je raconte à quel point ma blonde, ma conjointe actuelle, Maude, a été malade pendant 3 ans, une maladie auto-immune, qui était presque un cancer, où elle avait des traitements intraveineux à tous les mois pendant presque 3 ans. Elle était malade 2-3 fois par jour, des 14 jours en ligne, 3 semaines en ligne, constamment, tous les jours, sans répit. Elle ne pouvait plus rien manger. À un certain moment, elle mangeait du riz et du steak, pas d'épices, ou du poulet. C'était limité à 2 choses qu'elle pouvait manger, sinon elle était malade instantanément. Elle mangeait une fraise, elle était malade. Je te dis, c'était la folie. Elle pesait 98 livres. Là. Elle était à l'hôpital, elle a été opérée. Donc, je raconte ça et je raconte quand j'ai écrit la chanson pour elle, Veux-tu faire ta vie avec moi, sur laquelle je l'ai demandé en mariage. As-tu eu lieu, ce mariage-là? Non, j'ai ça, je l'ai demandé. Ça m'a pris 7 ans à lui demander. Fait que là, laisse-moi le temps un petit peu là, de me rendre jusqu'au matin. Mais parce que là, j'ai pas vu ça, c'est de la patate. Ça vient juste de sortir là, sur le magazine de la semaine. Là, ils se gardaient une petite exclusivité. Ouais. Fait que tu vois, je raconte ça. Cette chanson-là, je l'ai écrite quand ma blonde était à l'hôpital. Elle s'est fait opérer en pleine pandémie. J'avais pas le droit d'aller la voir. Fait que ça a été un moment très difficile. Puis je parle de comment j'ai passé à travers ça. Ensuite, je parle que dans notre vie, quelqu'un de très proche de nous, on l'a perdu de l'Alzheimer. À quel point ça a été difficile, à quel point ça a été rough. Ouais. Je raconte quelques petites parties comme ça difficiles. Pour montrer, puis là, je dis aux gens après ça, ben, quand on dit de quelqu'un, là, ben oui, facile pour lui d'être heureux, il y a tout pour lui, là, j'ai dit ça, là, ça n'existe pas, c'est un mythe. La vie, c'est pas facile pour personne. Tout le monde a ses batailles et ses combats qu'on connaît pas. Il faut pas se fier de regarder si quelqu'un a l'air heureux. Ah oui, c'est facile pour lui. C'est pas facile pour personne. Je connais personne qui va passer à travers sa vie sans douleur, sans souffrance. La souffrance, c'est le prix à payer pour vivre dans presque toutes les grandes spiritualités ou religions. La souffrance fait partie intégrante de la vie. C'est un des premiers grands principes du bouddhisme. S'il y a des gens qui sont chrétiens ou catholiques ou peu importe, le personnage axiométique, le centre de l'Église, c'est le Christ crucifié sur la croix. Il y a plus grande souffrance que ça. Fait qu'il y a beaucoup de souffrance dans la vie. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut parvenir à le comprendre. Il faut se connaître soi-même. Il faut apprendre à comprendre ça, à vivre avec ça, parce qu'on va tous en vivre la souffrance. Puis après ça, c'est comment on réussit à dealer avec ça. Les recherches, les études scientifiques, j'en parle aussi dans mon livre, démontrent qu'à moyen ou à long terme, ta souffrance émotionnelle n'est pas tant reliée aux choses et aux événements qui t'arrivent qu'à ta façon de les interpréter. Les expériences néfastes, les souvenirs douloureux, les pensées négatives et limitantes, je dis, ce sont pas la cause. À moyen ou à long terme, c'est pas la cause de ton malheur, ça te sert à le justifier. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de rester dans cette victimisation-là, dans le fait que je suis non bien. Mais pas quand tu es dans la maladie, là. Ouais. Tu sais, parce que ça, tu sais, on comprend ce principe-là, mais quand tu fais face, puis j'aime ça quand tu dis, c'est comment tu agis, tu sais, parce que, puis avec Robert, vous l'apprenez, c'est comme quand tu es déclenché dans une émotion, comment tu t'en occupes pour pas rester pris dedans. Mm-hmm. Tu comprends? Lui, il dit, moi, je suis jamais plus que 3 heures dans ma souffrance maintenant parce que j'ai appris à m'en occuper, tu sais. Fait que j'aime ça, mais je veux savoir, toi, pendant justement que ta blonde est après peut-être
elle se bat pour sa vie. En tout cas, elle fait face à la maladie, ce qui est vraiment pas facile et ce qui est probablement le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment. Comment tu as fait pour justement garder ce bonheur-là? Ça vient de discipline, ta recette à toi. J'aime le mot que tu viens de dire. Je le prends au bon parce que tu l'as dit, tu as dit le mot discipline. Et puis, il y a un chapitre de mon deuxième livre au complet qui parle de la discipline. Et je dis que la discipline a toujours été mon plus grand allié, ma meilleure amie. Que dans mes pires moments d'obscurité, dans mes plus grandes tempêtes, qu'est-ce qui m'a permis de continuer à naviguer et de garder la tête au-dessus de l'eau? C'est la discipline. Chaque victoire est une victoire tout d'abord sur soi-même. Il y a des moments de notre vie où ça va tellement mal qu'on n'est même pas capable de se lever de son lit, que juste de se lever de son lit, c'est déjà difficile. Juste de se mettre un sourire sur le visage. Donc, il faut avoir une discipline qui fait qu'on n'est pas victime de nos humeurs et du moment, mais qu'on est maître de notre destinée en quelque sorte, et la discipline te garde là-dedans. Ça a l'air un peu harsh, qu'est-ce que je vais dire, ça va avoir l'air un petit peu joueur de hockey, mais quand tu t'habitues, ça prend 21 jours en psychologie pour créer supposément une habitude. Hein? Puis 90 jours pour l'aimer. 90 jours pour l'aimer, ça peut être 21, peut-être 90 pour l'aimer. 21, tu l'as, puis tu sais, moi, j'ai fait ma formation en hypnothérapie, puis tu sais, il y a du vrai, mais il y a le combat mental. Tu sais, je te laisse aller, mais on va parler après ça de ce combat mental-là. Absolument. De ton corps qui résiste au changement. C'est qu'à un certain moment, tu deviens ce que tu pratiques, puis à force de pratiquer quelque chose, ça devient intégré. Le mot identité vient de 2 termes latins. Le terme essensitas qui veut dire être et identidem qui veut dire plusieurs fois. Donc, qui l'on est, notre identité, qui on devient, c'est notre être répété. C'est ce qu'on fait à chaque jour dans notre vie. Ce qu'on devient, qui l'on est, notre identité, c'est à force de le faire. On disait que les habitudes, ça prend 21 jours. Mais quand tu te réveilles positif à tous les jours, quand tu manifestes de la joie, de la gratitude, de l'abondance, de l'amour, pas pendant 21 jours, pas pendant 3 mois, pendant 6 mois, mais à un moment donné, pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans de ta vie, ça devient une habitude, ça devient qui tu es. C'est là qu'intervient la discipline. Moi, je me réveille le matin, je remercie la vie à tous les matins. Que ma blonde soit malade ou non, je me réveille et je me dis aujourd'hui sera la plus belle journée de ma vie parce que je sais pas si je vais être là demain. Je sais pas si ma blonde va être là demain. Je sais pas si mes parents vont être là demain. Donc, à tous les jours de ma vie, j'ai cette discipline-là. Je me réveille, je lui dis que la vie est belle, je me réveille et je m'entraîne. Il faut l'incarner. Il faut l'incarner et j'aime, à toutes les fois que tu dis un mot, je le prends bon, c'est ça. Écoute, on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Il faut l'incarner, oui. Parce que, tu sais, je veux juste revenir là-dessus. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Parce qu'il faut que les gens comprennent comment le cerveau fonctionne. C'est faire quelque chose, une action, c'est extrêmement exigeant pour le cerveau. Quand il peut automatiser une tâche et ne plus réfléchir en la faisant, c'est comme se brosser les dents. On se brosse les dents, notre cerveau réfléchit plus à se brosser les dents. Faut répéter une action tellement souvent que ça devient intégré. Que ça vient intégrer. Puis quand faut nourrir ça d'un plaisir parce que c'est là que le chemin se fait pour que ça devienne une automatisation. Fait que probablement que toi, t'entraîner, tu l'as suffisamment fait dans ta vie et t'en as suffisamment reçu les bénéfices, obtenu du bonheur, du plaisir à le faire, que ton cerveau a fini par l'automatiser. Même chose pour la reconnaissance de ton bonheur. Oui, puis je dis, tu sais, quand il arrive des épreuves, souvent on demande à la vie de nous donner du courage. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est que le courage, il est déjà là. Il est déjà à l'intérieur de toi. Ne demandez pas du courage, incarnez-le. Puisez à l'intérieur de vous toute la force, la résilience de surmonter les épreuves. Et je dis aux gens, vous allez devenir ce courage-là. Le courage a une valeur inestimable parce qu'il ne s'achète pas nulle part. La seule façon de devenir quelqu'un de courageux, c'est de faire face et de surmonter les épreuves. Il s'achète au prix dur de notre épreuve, de nos épreuves, de notre souffrance. Souvent, la vie, les gens vont vouloir, c'est noble, c'est vertueux d'être courageux. Mais si on veut devenir courageux, comment on démontre sa force intérieure, sa lumière, son courage, c'est en passant à travers des épreuves. Donc, quand la vie t'envoie une épreuve, c'est de décider est-ce que je suis une victime, est-ce que je fais pitié, est-ce que ça m'arrive juste à moi, ou je me sers de cette épreuve-là pour me prouver à moi-même à quel point j'ai une force en dedans de moi, à quel point j'ai une lumière qui m'habite, à quel point, une fois que je vais avoir passé à travers ça, je vais être plus fort. Avec la sagesse aujourd'hui, avec 47 ans, je peux te dire que toutes les épreuves, tous les plus grands moments d'obscurité, c'est ça qui m'a formé, c'est ça qui m'a forgé, et c'est aujourd'hui que je me dis, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arriver. On va rester, on peut être triste devant un événement difficile, ça peut être difficile, on peut passer au travers, mais
Systématiquement, chaque chose qui m'est arrivée dans ma vie, sur le coup, on le comprend pas tout de suite. Puis à un certain moment, j'ai arrêté de m'en faire. J'ai fait confiance à la vie. Puis je me suis dit, systématiquement, tout ce qui m'est arrivé, même mes plus grands échecs, mes plus grands revers, même mes plus grandes peines d'amour, les choses qui m'ont sacré sur le derrière pendant des bouts de temps, ça m'a fait grandir et ça m'a fait... pas seulement ça m'a fait grandir, j'ai réalisé que ne serait-ce que 6 mois, 8 mois, 1 an, 10 ans plus tard, à un moment donné, je fais « Ah! » C'est pour ça que c'est arrivé. Et c'est pas, je te le jure, là, Geneviève, c'est jamais arrivé une fois que je me suis pas dit, ah, c'est pour ça que c'est arrivé. Puis c'est pour une bonne raison. Je jouais au hockey, j'étais joueur de hockey, j'étais le choix de 4e monde du Canadien de Montréal. J'arrive à 19 ans, déchirure complète de laine. Je me fais reconstruire ça avec des places de plastique, réamancher tout ça. Je manque ma première saison où j'étais éligible à jouer professionnel à 20 ans. Je suis chez moi, à Québec, en béquille. J'ai mes amis qui sont millionnaires, qui ont signé des contrats de 2-3 millions, des gars qui étaient moins bons que moi dans le junior. J'étais un bon joueur junior, toujours dans les 10 meilleurs compteurs. Moi, je reste dans un 1,5. J'habite chez mes parents ou après ça, je m'en vais dans un petit appartement. Les gars que je connais qui ont joué avec moi, ils font des millions. J'essaie, je m'en vais dans les ligues mineures pendant 2-3 ans. Là, t'as pas 47 ans, t'as pas... Là, j'ai 21. Pas cheminé encore. Fait que là, c'est la fin de ta vie. Là, absolument. Puis j'ouvre mon premier livre en parlant de ça. J'ai comme... Ma vie est brisée. Mon rêve est brisé. Je suis repêché par le Canadien. Je me blesse. Le Canadien me libère. Me signe pas de contrat. Je rêvais. Je respirais que pour être un joueur de hockey. Ensuite, j'essaie dans les ligues mineures. Puis ça n'a pas fonctionné. Mais à ce moment-là, ma vie était brisée. Tu sais, mon rêve était brisé. Mais aujourd'hui, je réalise que ce moment-là où la vie m'a emmené, moi, je fais confiance à la vie. Je dis toujours que la vie va t'emmener. Est-ce que c'était déjà comme ça à cet âge-là? Pas loin, puis je vais t'expliquer tout de suite après parce que c'est dans le même ordre d'idée, puis au même moment qu'il y a eu quelque chose de très important dans ma vie, mais le pire, ce qui représentait pour moi le pire échec de ma vie est devenu le plus beau cadeau de ma vie parce que c'est ce qui m'a amené à faire de la musique. J'étais chez moi, j'avais 20 ans, j'étais déprimé ben raide, je savais plus où je m'en allais avec le hockey, puis il y a 2 chums de filles qui disaient « Tiens, on sort de la maison, on va t'amener dans une boîte à chansons ». Et j'avais commencé à jouer de la guitare 6 mois avant parce que mon chum avait fait cégep en spectacle. J'avais trippé, moi j'écrivais beaucoup. Et je rentre avec mes béquilles dans la boîte à spectacle, la boîte à chansons, les voix de Napoléon sur la Grande Allée à Québec. Et je rentre et je vois le chansonnier en avant avec sa guitare, 200 personnes dans ça t'allume. Qui chantent et je fais « Wow! » Une révélation, je fais « Moi, je veux faire ça. » Je veux peut-être même faire ça dans la vie, tu sais. Ah, mais moi, si j'avais voulu le faire, là, tu m'as pas entendu chanter, mais j'aurais pas pu, là. T'avais quand même un certain talent. Ben, écoute, pas tellement parce que je chantais pas beaucoup à ce moment-là. Okay. Mais j'ai cru en moi. Tu sais, je suis parti, j'ai foncé et puis il n'y a pas eu de doute. Moi, ça, c'est une chose que je dis souvent aux gens, un peu comme conseil. Quand tu as un projet, quand tu as une idée, il n'y a aucune place au doute. Le doute, là, quand tu laisses une craque de porte ouverte, tu sais, une petite craque dans le mur, si tu laisses une petite craque, là, oublie ça. Le doute n'a pas sa place dans nos projets. Il faut être lucide, il faut être brillant, il faut pas voir, faut pas tout voir avec des lunettes roses, mais il n'y a pas de place au doute. Moi, quand j'ai quitté après ça ma carrière de joueur de hockey, j'ai dit je vais devenir chanteur, j'allais devenir chanteur. Peu importe quoi, peu importe si j'allais manger du craft dinner puis du beurre de peanut pour le reste de ma vie, vivre dans un 1,5 parce que c'est ça que j'ai fait pendant longtemps. Puis je gagnais pas une scène, je gagnais 100$ par soir, là, mais je m'en allais devenir chanteur. Puis juste la petite parenthèse, c'est qu'à 20 ans, après avoir été blessé, j'ai quand même eu la chance d'avoir un camp d'entraînement avec les Sénateurs d'Ottawa en tant que joueur invité. Je fais pas l'équipe. À Ottawa, on m'envoie dans les ligues mineures, les Vipers de Détroit dans la Ligue internationale. Ça va bien, je joue une dizaine de matchs, tout va bien. Et tout d'un coup, on me redescend dans une ligue encore plus bas. Et là, c'est encore la fin de ma vie. Je suis rendu loin de la Ligue nationale. Puis un ancien joueur des Nordiques qui joue là. Il s'appelle Craig Wolainen. Il a joué 15 ans pour les Nordiques. Il est marié avec une fille de Charlebourg. Fait qu'il est chum avec moi. Je vais souvent chez eux. Puis il me voit le jour où je suis retranché en train de pleurer. Puis il me dit, Étienne, il dit, est-ce que tu aimes lire? J'adore lire. J'étais un passionné de littérature, mais à ce moment-là, je lisais littérature, poésie. Puis il me donne un livre, il dit, lis ça. Et ça s'appelle en anglais, lui me l'avait donné en anglais, Don't Sweat the Small Stuff. En français, ne vous noyez pas dans un verre d'eau du Dr. Richard Carson, un psychologue. Et ce livre-là a changé ma vie parce que tu me demandais, est-ce qu'à 20 ans, tu avais cette... Mais c'est à 20 ans précisément qu'il m'a donné mon premier livre de développement personnel / psychologie, écrit par un psychologue. Qui n'était pas très populaire à l'époque. Pas autant que c'est là aujourd'hui. Il y a encore moins dans le domaine de « je vais devenir un joueur de hockey ». Non, absolument, absolument. Oh, ouais. Mais ce livre-là, il y a un avant et il y a un après ce livre-là dans ma vie. C'est le livre le plus marquant de ma vie. C'est 100 conseils de la vie de tous les jours pour se simplifier la vie. Puis une autre belle leçon par rapport à ce livre-là. Le monsieur Dr. Richard Carson avait presque pas de succès. Il a écrit 9 livres avant celui-là qui ont presque pas marché. Ça a été son 10e livre. Et il s'est vendu à, je sais pas, 20 ou 30 millions de copies à travers le monde. Fait que c'est son 10e livre qu'il a écrit qui a enfin décollé. Puis le hasard a voulu qu'il décède quelques années après dans un accident d'avion.
Bon, ça, c'est une parenthèse. Le blessure, super intéressante parce que combien de gens auraient abandonné après 2-3 livres? Non, qui ne connaissent pas de succès. Puis c'est souvent là, quand vous allez tenter un projet, OK, il va y avoir à un moment donné ce qu'on appelle une espèce de creux de vague où vous allez voir, vous travaillez, puis à un moment donné, il y a comme une période, on dirait que c'est nécessaire ça stagne. C'est comme si plus rien se passait avant le décollage, tu comprends? Et c'est souvent là que les gens vont abandonner. En fait, la grande majorité des gens vont abandonner là, dans cette espèce de moment de remise en question, de doute, où tous les efforts que j'ai mis, il me semble que je me bats. T'es si près. C'est la fameuse image qu'on voit là, des deux gars qui a un trésor là, puis qui bûchent dans la mine, là, puis un qui revire de bord, puis il est rendu à ça, le trésor et l'autre côté. Puis c'est drôle, on en parlait toi-même, toi puis moi, quand on s'était téléphoné. Le nom me revient. Chris Williamson, un Britannique qui a un podcast extraordinaire, je pense qu'il est rendu à 3 ou 4 millions d'abonnés, a partagé la courbe de son podcast. Ça y a pris 500 épisodes pour gagner 100 000 abonnés. Ouais. Et là, pendant 2 ans, là, il monte les chiffres, là, ses abonnés, ça s'en va comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis à un moment donné, après toutes ces années-là, après 100 000 abonnés, je pense qu'il a reçu une couple de grands noms, là, des David Goggins, des gars très influents, et tout d'un coup, la courbe a commencé à monter comme ça. Il est rendu à 3 ou 4 millions d'abonnés. Mais pendant ces plusieurs années-là, il aurait pu se décourager puis arrêter. Oui. Effectivement, c'est ça, je pense que, tu sais... Combien d'acteurs vont dire « C'était ma dernière audition, après ça, j'abandonnais parce que j'étais plus capable. » Mais oups, c'est le grand rôle qui les a propulsés, tu sais. Mm-hmm. T'as-tu vécu ça, toi, dans ta carrière? Oui, absolument. Mais il faut aller au bout de ce qu'on est, je dis, humainement capable de faire. Moi, dans le hockey, là, j'ai été capable je dis souvent de pas tourner la page du hockey, mais de l'arracher, la déchirer parce que je suis allé au bout. Moi, j'étais un bon compteur dans le junior. Quand je suis arrivé professionnel, les blessures m'ont ralenti. Et là, j'ai commencé à jouer physique parce que dans le hockey, plus tu joues physique, et en plus d'être un peu bon, mais dans le pro, tout le monde est bon. Ouais. Fait que là, je me dis, moi, je vais compter 20 buts par année. Je suis pas un Sidney Crosby rendu dans le pro. Je l'étais dans le junior. J'étais un très bon joueur. Mais là, je vais montrer que je suis tough et que je me bats. Fait que là, c'était 6 pieds 2, 210 dans le hockey, mais les toughs, là, c'est des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 32, tu sais. Puis là, je me battais contre ces gars-là, puis je me suis fait péter le nez, les dents, les points de suture. Ah, mais je sais pas, je suis un passionné dans la vie, fait que moi, je voulais tellement, mais je suis allé au bout de ça. J'ai joué 21, 22, 23, j'ai joué 3 ans, j'ai donné tout, là, jusqu'à m'en battre, jusqu'à me faire des points de suture, me faire casser le nez quasiment. J'avais le nez de même. À un moment donné, je m'étais battu avec un gars. C'est pas que j'en suis fier de ça aujourd'hui, mais je suis allé au bout pour que la journée où je savais que c'était ma dernière année de hockey, j'ai plus jamais regardé derrière. Puis je peux me regarder dans le miroir et dire, je n'ai aucun regret parce que je suis allé au bout. Est-ce que, je me disais, je vais me regarder dans le miroir, je me disais, est-ce que j'ai donné absolument tout ce que je peux donner, chaque larme, chaque effort, et la réponse est oui. Fait que donc, je n'ai pas de regrets par rapport au hockey. Je me souviens que le dernier match professionnel que j'ai joué, on était dans les séries, je me suis fait éliminer. Je pense que ça m'a pris 3 heures avant d'enlever mon équipement. Je suis resté dans la chambre assis comme ça, puis j'ai mis une serviette sur ma tête, puis j'ai pleuré pendant une bonne demi-heure, puis je pleurais, parce que je savais que c'était mon dernier match de hockey, puis j'avais rêvé toute ma vie, puis là, je m'en allais vers la musique. Mais j'ai pleuré. C'est perçu comment dans une chambre de hockey? J'avais ma serviette devant le visage, c'est que les gens ne voyaient pas. Mais j'avais frappé un mur, là, je veux dire, là, je savais que je changeais de vie littéralement, mais je suis allé au bout de ce que je pouvais humainement donner. Fait que le fait de ne pas avoir de regrets, moi, je regarde dans ma vie derrière, dans tout ce que j'ai fait, je n'ai pas aucun regret, aucun remords. Je suis allé au bout de tout ce que je voulais faire dans ma vie. T'sais. Mais, tu sais, il existe chez toi, puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent vont dire on l'avait perçu avant. Ce droit d'exister là, dans ton émotion, c'est comme si, sans l'avoir lu dans un livre, tu t'es toujours permis ça. Oui, quand tu es arrivé à Star Academy, c'était l'ancien joueur de hockey qui devenait chanteur, mais cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là est arrivée sur la scène en même temps que toi. Là. Tu sais, c'était frappant, c'était criant. C'est tes parents qui t'ont appris à te recevoir, à t'accueillir comme ça, qui t'ont permis ça parce que de ta génération, un homme qui pleure, c'est pas un modèle très commun, là. Ouais, puis j'étais un petit peu à contre-courant, j'étais un petit peu un extraterrestre de hockey. Parce que j'écrivais de la poésie, j'étais proche de mes émotions, je jouais de la musique et on a une époque, si on retourne 20-25 ans derrière, le hockey était encore très macho, très
Ouais. Tu sais, fait que je pense que j'ai réalisé dans ces années-là que j'étais pas un hockeyeur, mais bien un artiste, tu sais. Et je pense que les temps ont changé. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus proches de leurs émotions, de leur vulnérabilité, tu sais. Puis moi, je suis allé dans un domaine avec l'écriture, avec la chanson, avec la musique, où là, je peux me permettre d'être un peu plus moi-même. Je pense que j'étais pas un joueur de hockey, j'étais plus un artiste. OK. Puis, ta carrière, tu sais, Star Academy, après Star Academy de 2015, c'était la folie, là. Tu sais, fait que là, tu t'attends à l'ascension. Puis tu sais, t'as toujours été dans le paysage culturel québécois, mais tu le sais comme moi que ça a beaucoup, beaucoup changé avec le temps, que, tu sais, avant, faire des télés, faire des talk shows, exister quand tu étais chanteur, c'était chose commune. Aujourd'hui, votre place, elle est inexistante. C'est de là que vient l'importance de trouver un sens et de donner du sens à sa vie et de trouver ce qu'on appelle une mission de vie. Au sens où des hauts et des bas dans la vie, il y en a énormément. Ça te prend une raison concrète, forte, sincère, importante de te lever tous les matins dans ma vie. Et moi, ça n'a pas été long qu'au début de la trentaine, après avoir connu mon album avec T'es ma femme, t'es la plus belle, Les femmes que j'ai aimées, 2 gros numéros 1, j'ai fait 150 shows sur cette tournée-là, j'ai compris rapidement que c'est pas ça qui allait me définir. C'est pas ça qui allait faire mon succès, mon bonheur, si on peut dire. Ouais, c'est pas ça qui peut te nourrir. Non, exactement. Ouais. Puis ça m'a bien servi parce que j'en ai eu des creux de vague, une carrière d'artiste. Puis la plupart des gens qui nous regardent à la maison, on va avoir des hauts et des bas. Mais ça prend une raison importante de te lever le matin, de sortir du lit. Et moi, j'ai découvert que ma mission de vie, c'était par la parole, par le verbe, à travers la parole, ce que moi j'appelle la parole bienveillante, que ce soit dans l'écriture de mes chansons, dans mes textes, dans mes conférences, dans mes livres, de faire une différence positive dans la vie des gens. Donc, que j'aille un numéro 1, il y a des moments où j'ai eu des numéros 1 à la radio, j'étais moins en télé. Il y a des moments où j'avais beaucoup d'émissions de télé, puis j'étais très présent dans les médias, mais tout d'un coup, j'avais moins de radio, tu sais. Ouais. À un moment donné, je faisais énormément de spectacles, mais j'étais moins vu dans les médias, tu sais. Fait qu'il y a des ups, il y a des downs, puis il y a des fois, à un moment donné, t'as plus rien pantoute, puis après, ça remonte. Mais à travers tout ça, peu importe si j'étais là ou là, ma mission restait la même, était d'aller voir les gens, de faire une différence dans la vie de chaque être humain que je rencontrais à tous les jours. Donc, si je faisais des tournées dans des salles, tout d'un coup, je faisais plus des salles de 500, 600, 700, 800, mais que je rencontrais 50 personnes, mais j'étais pas déçu. Puis tu vois, ma tournée présentement, c'est des salles de 100, 125, 150 personnes maximum. Puis même des fois, quand je m'en vais bien loin où j'ai jamais été, puis qu'il y a 50 personnes, je suis aussi heureux que si je faisais un festival devant 10 000, parce que ces 50 personnes-là se sont déplacées pour moi, puis je m'en vais faire une différence dans la vie de ces gens-là. Donc, pour moi, le fait d'avoir une mission de vie, d'avoir quelque chose qui donne du sens à ma vie, ça, je pense que c'est le plus important, de trouver ce qui donne du sens à sa vie. Pourquoi encore plus? Parce que quand on a des moments difficiles, quand la vie devient tellement difficile, qu'on vit des échecs, des coups durs, des épreuves, c'est à ce moment-là que d'avoir une mission de vie te donne une raison de te lever le matin encore plus, tu sais. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, je la répète souvent, mais que j'ai écrite, qui est ma préférée, que j'ai écrite, qui dit: le bonheur, c'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose, c'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur. Parce que oui, c'est souvent dans nos plus grandes épreuves. Mon Dieu, t'es pas écrit. Répète ça plus lentement, là. Je dis, le bonheur, ce n'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose, c'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur. Parce que oui, c'est souvent dans nos plus grands moments d'obscurité, dans nos plus grandes épreuves, qu'on peut enfin découvrir, tu sais, la lumière qu'on a en nous, la force qui nous habite, tu sais. Tout le monde est capable d'être heureux quand tout va bien. Mais si tu veux savoir si t'es vraiment heureux, si t'es vraiment en paix avec toi-même, c'est quand ça va pas bien, quand c'est difficile, quand il y a de la souffrance autour de toi, quand il y a des épreuves, est-ce que t'es capable de trouver cette lumière-là à l'intérieur de toi? Est-ce que tout le monde est capable de dire: oh mon Dieu, que la vie est belle, c'est donc le fun quand tout va bien. Mais quand les choses vont un petit peu moins bien, mais c'est là qu'il faut trouver ce bonheur-là ou cette force-là de dire: tu sais quoi, ça va passer. Tu sais quoi, la vie va m'apprendre quelque chose, je le comprends pas tout de suite. Et à force de le pratiquer, comme on le disait tout à l'heure, un jour, on en arrive à être capable de faire ça. Oui, parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent, qui sont dans une épreuve en ce moment, tu sais, il y en a pas de petite et de grande, c'est ton épreuve. Si c'est une peine d'amour, c'est une peine d'amour. Si c'est une perte d'emploi, c'est une perte d'emploi. Si c'est une dévalorisation de toi-même, c'est une dévalorisation de toi-même. Puis ça se peut que tu te battes présentement pour ta vie. Mais il existe là-dedans un apprentissage. Puis on dirait que, pour moi, c'est ce qui donne un sens. Tu sais, tu parlais de trouver ta mission. Moi, quand je vis quelque chose, je me dis: OK, j'ai hâte de savoir pourquoi je le vis. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais apprendre sur moi, qu'est-ce que je vais découvrir sur moi. Puis oui, des fois, c'est souffrant. Puis oui, des fois, c'est difficile. Mais quand tu mets le projecteur sur toi, t'apprends, comme tu dis, tu vas te chercher une force, tu vas te développer quelque chose qui va te permettre de t'élever
encore plus, tu sais. C'est beau ce que tu dis. Mais tu comprends, tu sais, je me souviens quand ma mère était malade, voir que puis tu le sais, tu as vu ta conjointe souffrir, tu sais. Puis moi, la seule chose qui m'a apaisée, c'est quelqu'un qui me dit, mais si c'était dans cette souffrance-là qu'elle allait cheminer, tu sais, qu'elle allait s'affranchir des blessures, parce que, tu sais, mes parents sont nés dans les années 70, ma mère, c'était une mère-enfant, était tellement vulnérable et fragile, mais pas capable de nommer ça. Tu comprends? Pas capable de dire, hey, tu me fais de la peine, hey, tu sais, c'était un mélange de tout ça, fait que c'était des années d'accumulation, puis au fil de la souffrance, j'ai vu sa colère, sa rancune, ses peines se transformer et s'apaiser. Et c'est à ce moment-là qu'elle a... Tu sais, il y a eu un cheminement. J'aime dire que l'amour justifie la vie, mais la souffrance nous aide à la comprendre. Ouais. Tu sais, puis je pense qu'il faut passer à travers ces moments-là. Puis il faut arrêter de se dire à un certain moment pourquoi ça m'arrive à moi, tu sais. Comme tu le disais il y a quelques instants, à un certain moment, faut que j'arrête de me dire pourquoi ça m'arrive à moi ces choses-là, mais plutôt qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, de cette épreuve-là. Tu sais, puis moi, j'ai compris à un certain moment qu'il faut arrêter de poser des questions à la vie, là. Ah, pourquoi ça m'arrive, puis ci, puis ça. Tu sais, j'ai compris que la vie elle-même, c'est le test. C'est la vie qui te pose les questions. C'est la vie qui t'envoie les épreuves. La vie te donnera pas les réponses. La vie, c'est le test. Robert dit souvent que c'est toi qui t'envoie, c'est toi qui portes cette épreuve-là à l'intérieur de toi. C'est toi qui attire à toi l'épreuve. Et c'est aussi à toi de donner un sens à cette épreuve-là, puis de trouver les réponses, parce qu'on va tous souffrir. Hein? Moi, je dis souvent que le prix à payer pour vivre, c'est la souffrance. Fait que maintenant, tu vas la vivre, cette souffrance-là. Fait que c'est à toi à lui donner un sens. Tu sais, quel sens ça a d'avoir un enfant qui a un cancer, qui a une leucémie? T'en as côtoyé beaucoup. Tu sais, je veux dire, il y en a-tu? Il y en a pas? Ça a quel sens? Qui va te donner la réponse? Il y a juste toi qui vas y trouver une réponse. Un monsieur comme Pierre Bruno, qui a eu un enfant qui a été malade, qui a décidé de se revirer de côté, puis au lieu de victimiser puis d'en pleurer toute sa vie, puis il y en a qui se suicident, il y en a qui perdent un enfant, il a décidé de partir à une fondation qui a amassé des millions. Aux États-Unis, celle qui a parti l'organisation MAD, M-A-D-D, Mother Against Drunk Driving, sa fille unique s'est fait frapper par un homme ivre dans les années 70, j'oublie le nom de la dame, et c'est elle qui, après ça, qui a fait du lobbying au gouvernement, qui a fait des pétitions, et c'est elle qui a été à l'origine de la première loi, parce que dans les années 60, nos grands-parents chauffaient avec la bière entre les jambes, là. Ben, c'est elle qui est à l'origine de la première loi contre l'alcool au volant aux États-Unis, cette femme-là, parce qu'elle a pris sa souffrance d'avoir perdu sa fille, puis elle est allée faire quelque chose. Fait quel sens ça avait? Elle aurait pu dire, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Sûrement, tu te poses cette question-là, et c'est noble, c'est normal, c'est justifié, mais elle a décidé de prendre sa souffrance-là, de la transformer, puis elle a fait transformer, elle a fait changer après ça les règles contre l'alcool au volant. Donc, c'est des exemples comme ça de gens qui prennent une souffrance, qui la transforment et qui lui donnent du sens. Sinon, on souffre. Pourquoi? On souffre pour rien. Il n'y a pas de signification. On souffre inutilement, comme ça, sans raison, tu sais. Ça a été quoi ta plus grande souffrance à toi? Celle qui a fait le plus mal. C'est-tu le deuil de la carrière de hockey? C'est une peine d'amour? C'est une fille? Ah, mon Dieu, ben, t'es pas mal là. Je dis, t'as visé pas mal juste, là. Je pense que t'es toutes nommées ou à peu près pas dans l'ordre. La plus grande, la première, probablement le hockey, parce que j'ai rêvé de faire ça toute ma vie. Et tu vois, ça a résulté, que moi, je crois à la vie, j'ai confiance à la vie, j'ai la foi. La vie va toujours m'amener au bon moment, au bon endroit. Je l'ai compris rapidement dans ma vie. Puis grâce à mes blessures, j'étais pas un joueur de hockey. Je pensais que oui, mais ça m'a amené aujourd'hui à toucher le cœur des gens d'une façon beaucoup plus profonde, et puis je vais pouvoir faire ça pour le reste de ma vie et non avoir une carrière qui finit normalement à 30 ans, qui dure 7 ou 8 ans. Ça a été la première grande épreuve de ma vie qui m'a amené exactement au bon endroit. Parce que, tu sais, les gens ont l'impression que l'épreuve grandissante, c'est justement de faire face à la maladie, que c'est justement... Mais, tu sais, une peine d'amour, là. Mais c'est là que j'allais. Ça fait mal. Non, mais, tu sais, les gens qui nous écoutent, levez la main, ceux qui n'ont jamais vécu de peine d'amour, ça fait mal. C'est justement le chapitre que j'ai écrit sur la discipline. J'y revenais à quand t'as une grosse peine d'amour. Hein. Puis quand on dit avoir le cœur brisé, là, c'est pas psychologique. Hein. C'est vraiment, je l'ai compris parce que j'en parle dans mon premier livre, avoir le cœur brisé,
ce qu'on ressent comme douleur, c'est les mêmes parties du cerveau qui sont actives que la douleur physique. Ça, selon les études, c'est la même douleur. Ça fait aussi mal. Fait que pensez pas que c'est juste dans votre tête. C'est que le corps, lorsqu'il est en amour, sécrète l'ocytocine, l'hormone qui est l'hormone de l'attachement, de l'amour, de la sérotonine, l'hormone du bonheur, de la dopamine, l'hormone de la motivation. Et on va tous chercher ça dans l'amour, dans la relation, quand ça va bien. Et du jour au lendemain, quand tout d'un coup, il y a une peine d'amour, on le voit pas venir et que tout d'un coup, on n'a plus ça, c'est que tout d'un coup, on n'en a plus. C'est fini. Le corps arrête de sécréter toutes ces hormones-là. Et c'est là qu'on a l'impression d'avoir le cœur brisé, mais c'est vraiment une réaction physiologique, là. On l'invente pas, donc ça fait mal. Oui, ça fait extrêmement mal, une peine d'amour. Et j'en ai eu, et il y a eu la plus grosse peine d'amour que j'ai eue de ma vie, puis ça, j'en ai pas parlé souvent, c'est juste avant de rencontrer ma conjointe actuelle. OK. Et j'allais toujours peut-être vers un type de fille qui était peut-être pas le bon type de fille pour moi, et ma mère me le disait toute ma vie, Étienne, pourquoi t'aimes ce genre de fille-là, tu sais? Sans les nommer parce qu'il y en a qui vont se reconnaître. Là. Mais, et on va en reconnaître quelques-uns. On les a vus. Pas de définition. On les a vus, c'est à la une des magazines. Ouais, c'est ça déjà. C'est ça, je vais essayer de passer vite. Mais donne-nous pas la couleur des cheveux, coquet. Mais tu vois, quand j'ai eu cette grosse peine d'amour-là, je pense que si j'avais pas pogné le fond, comme on dit en bon québécois, puis frappé un mur comme faux, je serais resté attiré par ce genre de personnes-là et j'aurais peut-être pas donné la chance à ma conjointe actuelle. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Quand j'ai connu ma conjointe, ma blonde vient de Saint-André-Avelin, un petit village en Outaouais. Ma blonde avait des chevaux, des animaux. Ouais. Elle avait pas de robe, pas de maquillage. Elle avait une paire de bottes de cow-boy qu'elle mettait avec toutes. Elle avait un coat jaune, un veston vert. Là, j'ai l'air hyper spécial parce que les gens m'ont dit, ben là, c'est quoi, t'es avec une fille, c'est parce qu'elle a une robe, du maquillage, pas ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que ma blonde, malgré les apparences, était un tomboy. Elle a été élevée par ses parents, un père qui est un homme de construction, tu sais. C'était un petit gars manqué. Elle voulait faire des planchers de béton dans la vie. Elle voulait reprendre la compagnie de son père. Son père a pas voulu, mais elle voulait faire ça dans la vie. C'était une cowgirl avec les chevaux et tout. Fait que c'était vraiment une fille de région. Quand il y a de quoi qui lâche chez nous, là, quand il y a de quoi à changer, quand ça implique un coffre à outils, un tournevis, c'est pas moi, là. Il y a de quoi qui lâche dans la cour à un moment donné, les lumières et tout ça. Ma blonde, elle est là dehors avec le coffre à outils, les affaires. Puis moi, j'y vais. Puis pour pas perdre la face devant les voisins, je vais juste tenir. Je fais ça en note santé pour que le monde voit que je suis là, tu sais. Mais bref, tu sais, puis c'était une fille qui était pas du tout dans le showbiz. C'était une fille qui était introvertie, alors que moi, j'ai toujours aimé les filles qui prenaient de la place puis qui riaient. Mais j'ai découvert la beauté de son cœur. Puis j'aime me plais à dire que l'amour, c'est aussi de voir tout le potentiel dans une personne. Ça, c'est très important, de voir le potentiel de cette personne-là, de pouvoir l'aider à prendre ce plein potentiel-là, mais aussi de voir le potentiel qu'on peut avoir ensemble. Et je l'ai vu tout de suite, ça. Je l'ai, malgré les apparences. Puis j'en ai parlé avec ma mère, avec mon meilleur ami à l'époque, puis je me disais, le reste, là, c'est du superflu. Parce que je me disais, mon Dieu, on vient tellement de monde différent. Moi, je suis dans le showbiz, les gars là. D'habitude, j'étais avec des filles, ça prend tu vois, t'es extraverti parce que, tu sais, on rencontre plein de gens. Puis je me dis, non, si le cœur est là, si elle est là, même si elle est introvertie, même si elle est gênée, tout ça, ça se développe. Du maquillage pour un gars-là, ça s'arrange. Là, acheter une robe. Et puis, mais avant, j'aurais peut-être pas réalisé à quel point c'était une perle, à quel point elle avait un cœur en or. Fait que, tu sais, mais ça me rappelle le film Al le superficiel. Tu sais, on l'oublie souvent, ce film-là, qui était tellement bon. Je sais pas si t'en souviens, c'est avec Gwyneth Paltrow, où elle sent Lady pour le film. Tu sais, comme, il y a Magane, là, tu sais. Ah oui, mettre des prothèses, un petit, tu sais, comme elle est sublime, elle est magnifique, mais elle personnifie une femme d'un certain poids, pas parce que le poids, c'est pas correct, là, c'est pas ça que je dis, juste parce que, dans les normes de la société, c'est pas ça. Puis Al, lui, il tombe en amour avec elle, mais il la voit comme la vraie Gwyneth Paltrow. Fait que lui, il la voit belle de même, tu sais. Mais ses amis sont comme, ouais, belle, mais là, belle de même. Mais lui, il la voit comme ça. Puis c'est une... Tu sais, ça vient d'une femme qui voyait, qui te rencontrait jamais la bonne personne, qui a jeté un sort pour dire, tu vas voir la beauté de son cœur. Fait que belle comme elle est, ça va être le reflet de son cœur. Fait que lui, il la voyait belle sans bon sens. Et quand le sort a lâché et qu'il l'a vu pour vrai, il a pogné 2 minutes, tu comprends-tu? Et ses peurs sont embarquées. Il est reparti, puis il est retourné chez eux, puis il a fait, hey, sais-tu quoi? J'étais bien avec elle, j'avais du fun, j'étais heureux, puis il est retourné vers elle, tu comprends? Mais j'aime ça dire que l'amour, tu sais, moi, j'ai été pendant 12 ans célibataire, tu sais, puis
Les gens disent avoir un problème physique qu'on voit pas. C'est une fille, elle a une bonne job, elle est intelligente, elle paraît bien. C'est pas normal qu'elle soit célibataire. Je dis, rien, ça n'a rien à voir avec l'amour. Tous ces caractéristiques-là. Tu sais, l'amour, c'est vibratoire. Ça n'a rien à voir avec le physique. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que toi, c'est ça qui est venu te chercher. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne. C'est que là, t'es rentré dans la vibration. Ouais. Puis de voir les gens aussi pour qui ils sont vraiment. Ça m'a pris des années à apprendre ça, d'aimer les gens pour qui ils sont vraiment aussi, d'essayer de pas changer les gens. L'amour aussi, c'est complexe. On cherche souvent, on a une liste, hein, on veut tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, les gens vont poser la question, ben Colin, c'est qui la bonne personne pour moi? Puis ce que moi j'aime dire à un certain moment, c'est qui la bonne personne pour moi? C'est pas la bonne question. Tu te trompes de question. La question, c'est je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je vais devenir quelqu'un d'encore plus cultivé, d'encore plus déterminé, d'encore plus motivé et motivant. Je vais travailler sur moi-même, je vais travailler sur mon intériorité, sur qui je suis, ma vulnérabilité, essayer de me comprendre, devenir meilleur en relation. Puis je vais travailler sur moi, puis je vais essayer d'avoir encore pas nécessairement une plus belle carrière, mais d'accomplir des belles choses au niveau social, humain, on veut s'élever. Professionnel. On veut s'élever, on veut devenir quelqu'un de grandiose. Puis à un certain moment, la bonne personne pour nous va voir cette qualité-là. Tu sais, je pense qu'à un certain moment, les gens qui sont célibataires, on doit arrêter de chercher cette personne-là, puis de se concentrer à dégager ce qu'on va attirer. Tu sais, on va dégager de la confiance, de la détermination, de l'humanisme, de la gentillesse, de la bonté. Puis à un certain moment, je pense encore une fois, parce que j'ai la foi en la vie, que la vie va t'envoyer la personne au bon moment. Moi, il a fallu que j'ai été célibataire comme toi là, pendant plusieurs années, m'en est 7 ans, un bon moment, là, tu sais, mais j'avais pas la bonne personne qui est arrivée dans ma vie. Jusqu'à l'âge de 39 ans, j'étais en relation avec des femmes extraordinaires, mais je n'avais jamais rencontré une personne qui m'avait donné envie de me caser, d'avoir des enfants. Et quand ma conjointe est arrivée dans ma vie, ben c'était au bon moment, puis c'était la bonne personne. Puis tu sais, on va terminer là-dessus, tu sais, on a été assez longtemps célibataire. J'ai trouvé quand j'ai arrêté de chercher le gars comme ça, mais comment je me sens avec cette personne-là? Moi, j'étais là, je veux être totalement moi-même. Je veux être dans mon authenticité, dans ma vérité, dans tout ce que je suis. Me lever le matin, pas maquillée, puis qui me trouve belle pareil. Tu comprends? T'es belle pas maquillée. Oui. J'ai vu pas maquillée, moi, t'es magnifique pas maquillée. Ben ouais, mais tu sais, tu m'as peut-être pas vu à 5 heures le matin, tu sais. Mais cela étant dit, comment je veux me sentir dans la relation? Comment vous voulez vous sentir? C'est ça qui est important. Puis c'est que ça devrait être toujours comme ça dans tout ce qu'on fait. Comment je veux me sentir? Il y a un mot important que tu as dit qui est la vérité. J'ai retenu ce mot-là, tu as dit dans sa vérité. Pour moi, dans ma hiérarchie des valeurs, si on peut appeler ça comme ça, la plus importante, c'est la vérité. Dans tout ce que je fais, je suis moi-même, je suis dans la vérité. Puis ça peut être difficile de vivre avec moi parce que je vais toujours te donner l'heure juste et on achète souvent la paix par le silence, par l'omission, tu sais, de pas dire les choses. Et j'ai réalisé, moi, ça assez vite dans ma vie que de pas dire quelque chose puis le temps en dessous du tapis, c'est la pire des choses. Fait que moi, je vais me faire aimer ou ne pas me faire aimer, mais je vais te dire exactement ce que je suis, exactement ce que je pense, exactement ce que je veux. Et même avec mes parents, parfois, on va t'entendre s'il va se passer quelque chose. Je le dis toujours dans l'amour, je le dis toujours sans me fâcher, sans m'emporter de façon respectueuse, mais je pense que c'est important. Parce que les choses qu'on ne règle pas tout de suite, ils vont durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, d'être dans sa vérité, de dire ce qu'on pense, vaut mieux... comment j'ai écrit ça dans mon livre? Vaut-il mieux un mensonge qui réjouit ou une vérité qui fait mal? À vous de décider, mais moi, je suis toujours dans la vérité. Puis ça, c'est un autre acte de foi, de toujours dire la vérité, peu importe où ça t'amène. Même si tu sais, si quelqu'un y arrive une situation où tu sais que si tu restes fidèle à toi-même, à ta vérité, dans le court terme, ça t'amènera pas de bénéfices. Tu le sais fondamentalement que ce sera pas bon pour toi, mais la vérité ne va jamais te mentir. Si tu vas contre ta vérité, contre la personne que tu es, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Vis ton aventure. Même si tu le sais fondamentalement que tu dois t'objecter, tu dois dire ce que tu as à dire parce que tu le sens viscéralement et puis que ça t'amène à quelque chose à court terme. Mais ça dépend. Qui est moins positif. Ouais. C'est là que tu dois aller. C'est ça. C'est son aventure. Sinon, tu vis pas ta propre vie. Sinon, tu vis dans un mensonge. C'est fait que moi, j'ai décidé ça. Puis ça a été dur. Puis ça m'a fait perdre des surtout amitiés. que toi, tu viens du domaine du showbiz. Je veux pas être plate quand je dis ça, mais tu sais, il existe beaucoup de superficialité. Il y a beaucoup plus d'authenticité maintenant, j'ai l'impression. Puis le public québécois est très sensible à ça, mais c'est quand même un domaine très égocentrique,
extrait, on va te formater. J'imagine qu'on a essayé de le faire aussi pour toi. On va te formater pour que tu obtiennes le succès. On la connaît, la recette. Oui, effectivement, il y a peut-être beaucoup de ça, il y a beaucoup d'images, mais moi, je suis resté fidèle à moi-même. Il y a eu beaucoup de modes. Il y a eu des moments où, par exemple, ça a été plus difficile pour moi d'obtenir des grosses émissions de télé. Oui. Puis je me suis fait dire souvent par des relationnistes de presse ou des gens, « Étienne, t'as une image trop propre. » Tu parles bien, tu t'exprimes bien, t'es posé. En télé, ça prend du monde qui sac, puis qui disent des niaiseries, puis qui rit, puis... Ou, je sais pas, fais-toi pousser une grosse barbe, un certain moment. Bad boy. Un bad boy, ou, tu sais, t'habiller différemment, tu sais, ça faut que ça choque. Et moi, j'ai toujours resté fidèle à ce que je suis, tu sais. J'aime mieux ça, j'aime mieux rester la personne que je suis. Puis j'ai toujours l'impression que ça va m'amener à un meilleur endroit d'être moi-même que de suivre les modes ou d'essayer de plaire aux autres. Tu sais, on parlait de persona tantôt, le masque que l'on porte pour plaire aux autres. Ben moi, je l'ai compris, ça, puis j'ai décidé d'être moi-même authentiquement plutôt que d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire à tout le monde. Ben, tu sais, si déjà on arrive à le faire, des fois juste dans notre cercle, dans notre entourage, tu sais, c'est déjà un petit pas vers sa vérité. Il y a le livre Vivre, aimer, souffrir et recommencer. Un livre, c'est ton plus récent livre. Oui. J'aime beaucoup le titre parce que c'est un peu ça. Tu sais, des fois, tu dis « Tabarouette, ma vie va bien », puis je me suis sortie d'une passe plus difficile, puis oups, il en arrive une autre, tu sais. Mais il faut continuer parce que ce ne sont que des cycles d'apprentissage qui peuvent nous permettre de s'élever. Et il y a « Faire le choix du bonheur ». Maintenant que tu m'as expliqué le titre, je l'aime un peu mieux. Fait que ça a été un plaisir, Étienne Drapeau, de te rencontrer. Ça passe vite, hein? Ben, on pourrait parler encore des heures. On a presque oublié que Robert n'était pas là. Ben, on a sûrement oublié Robert. Mais moi, souvent. Mais souvent, il me venait en tête parce que Robert non, mais c'est comme, lui, si t'es pas dans ta vérité, il va te ramener dedans, pas à peu près, là. Tu sais, fait qu'il y a ce volet-là. Fait qu'on peut te joindre de quelle façon, Étienne? Ben, on peut suivre mes dates. Je suis en tournée partout à travers le Québec avec mes conférences musicales où je cherche. Ça, c'est quoi une conférence musicale? Ben, c'est un spectacle que je me plais à avoir un peu. J'ose revendiquer que j'ai inventé un peu ce concept-là. Je sais sûrement que ça a déjà été fait, là, mais bon, moi, j'en ai pas connaissance. Ouais. C'est que c'est pas un show de musique et c'est pas une conférence. C'est un amalgame. C'est que je vais chanter mes 7-8 chansons les plus populaires en carrière et je vais mélanger tous les thèmes de mes 2 livres best-sellers à travers tout ça. Tu sais, je te parlais de quand mon joint était malade. Bon, je raconte l'histoire, un peu quand ma blonde est à l'hôpital et là, je vais interpréter la chanson que je lui ai écrite. Je vais parler de l'Alzheimer, comment c'est entré dans notre vie, comment je l'ai vécu, comment on a passé au travail. Et là, je vais chanter ma chanson qui porte sur l'Alzheimer et je vais faire ça tout au long. Donc, on commence avec des chansons, on parle pendant 10-15 minutes. Là, on vient dans un bout triste. Là, je fais des chansons plus tristes. Là, tout d'un coup, tout le monde se lève, on prend la guitare, on chante des chansons. Fait qu'on va dans... C'est vraiment une montagne russe d'émotions. Moi, c'est ce que j'aime, c'est les faire... Au début, là, je fais par exprès pour les faire chanter, les faire rire, les faire embarquer. Puis là, tout d'un coup, j'arrive avec le bout triste et là, on entend une mouche voler. Puis là, quand je chante la chanson sur l'Alzheimer, il y a des larmes qui coulent. Et là, tout de suite après, je les... Je veux que les gens se reconnaissent. Absolument. Puis on vit toutes sortes d'émotions. Puis au-delà de la chanson, je pense que quand on parle aux gens, la conférence amène ça. On parle aux gens encore plus directement. On les regarde dans les yeux. Donc, on est en tournée partout à travers le Québec encore pour un bon moment avec ça. Et les gens peuvent me rejoindre au etiennedrapeau.ca s'ils veulent commander les livres ou juste simplement m'écrire sur Facebook ou Instagram et les réseaux sociaux. Ben, merci beaucoup, Étienne Drapeau. Ça a été un plaisir de faire. Ben, moi, je connaissais cette facette-là de toi, pas aussi en profondeur, mais je savais que cet humain-là existait. Puis je trouve ça le fun que ce soit encore plus... Oui, je sais qu'il y a une certaine partie de tes abonnés qui te connaissent de cette façon-là, mais là, de découvrir toute cette profondeur-là, ça a été un réel plaisir. Toujours un plaisir de parler avec toi. Écoute, le plaisir est partagé. Merci à vous d'avoir choisi d'écouter Pas d'excuses cette semaine. Vous savez, il y a toujours des outils de réflexion qui viennent avec l'épisode en lien d'aujourd'hui. On vous le partage si vous êtes abonné à Pas d'excuses. C'est 6,99 $ par mois pour du cheminement, des outils de réflexion, des extraits parfois exclusifs également des épisodes qu'on enregistre. Étienne est disponible pour ses conférences. Si vous avez besoin d'aide, il existe de l'aide partout. Ouvrez les yeux.
soyez à l'écoute des signes. RobertSavoie.com. Robert est un grand thérapeute. Il offre des conférences. Il a signé plusieurs livres. Il offre des retraites extraordinaires également, donc RobertSavoie.com. Et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement autre, mais moi, je suis hypnothérapeute de formation. J'aide modestement les gens à se sentir mieux. C'est un outil extraordinaire, GenevièveHypnose.com. Sur ce, belle semaine à vous. Si cet épisode-là vous a parlé puis vous avez pensé à quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à le partager. Faites-le circuler. Parfois, une seule phrase dans ce qu'on a dit est suffisant. C'est suffisant pour éveiller quelqu'un et le motiver justement à prendre action pour se sentir un peu mieux. Et sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@podexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.